Bonjour. Quand on parle du sujet des habitats légers, on entend souvent dans les discussions sur les réseaux sociaux, les forums, parler des stécales. C'est-à-dire, c'est quoi les stécales? Je vais faire une demande de stécale en mairie. Bon. Mais le fait est que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles en ligne qui expliquent vraiment clairement ce qu'il en est. Donc je trouvais intéressant ici de bien préciser tout ça. C'est quoi les stécales? À quoi ça sert? Dans quelles conditions ça peut être mis en place? Et finalement, est-ce que ça serait la seule façon de pouvoir implanter des habitats légers sur un territoire? Voilà, on va voir tout ça. À noter que dans le descriptif de la vidéo, en dessous, je vous ai mis un lien vers un article sur mon site internet où vous pouvez télécharger le support de présentation là que j'utilise. Vous pouvez télécharger un extrait de mon livre Guide juridique pour habitat léger qui parle donc d'estécales, les liens aussi vers les textes de loi que je vais mentionner, et le lien vers un dossier téléchargement contient les pièces d'un PLU, d'un plan local d'urbanisme, qui autorise, qui intègre les habitats légers dans des stécales, justement, pour vous donner un exemple concret. Voilà. Alors, ces STK, donc, est-ce que ce sont bien des oasis pour les habitats légers? Alors, bon, déjà, on va poser la base, c'est-à-dire d'où est-ce que ça vient, cette notion de STK? Eh bien, ça nous vient d'un article du Code de l'urbanisme, qui est l'article L151-13. Alors, on va prendre le temps de voir ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est assez dense. Il nous dit que le règlement, alors c'est sous-entendu, c'est le règlement d'un plan local d'urbanisme, d'un PLU, peut, à titre exceptionnel, et c'est important de le noter, ça doit être justifié par un but d'intérêt général et des circonstances exceptionnelles, délimité dans les zones naturelles, agricoles ou forestières. Déjà, on relève que la stécale, ça n'est pas dans des zones urbaines ou à urbaniser, c'est uniquement dans des zones agricoles, zones naturelles et forestières. Des stécales. Alors, un stécale, vous noterez d'ailleurs que c'est un acronyme pour secteur de taille de capacité d'accueil limitée. Voilà. Dans lequel peuvent être autorisées, alors on voit des constructions, des aires d'accueil, des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage. Donc, globalement, ça c'est des espaces pour accueillir ce qu'on appelle des résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage, comme des caravanes où on vit à l'année, qui sert de domicile. Et trois, des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur, comme les yurts par exemple typiquement. Voilà, on a finalement ici dans le 2 pardon et le 3 de l'article les deux catégories d'habitat léger qui servent de domicile à leur utilisateur, les résidences mobiles pour gens pour habitat des gens permanents des gens du voyage et les résidences démontables. Alors après le reste de l'article précise que le règlement dans un stécal précise les conditions de hauteur, d'implantation, de densité de construction, donc finalement ça précise les règles d'urbanisme applicables dans la zone, comme n'importe quelle zone d'urbanisme finalement. Les conditions relatives raccordement au réseau public, la même chose. Et on voit que ces secteurs sont délimités après un avis d'une commission départementale, la commission départementale de la préservation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, la CDPNAF. Voilà, donc ça c'est les éléments, on va dire, pour comprendre le cadre dans lequel peut se créer un stécal. Alors je vais vous donner un exemple ici, je change de fenêtre. Un exemple d'un PLU, alors c'est un PLU intercommunal, le PLU des Couvrons, qui autorise donc, qui intègre des stécales. Euh, alors, il y a des stécales prévues dans des zones agricoles, dans des zones naturelles, hein, dans ce PLU. Donc, exemple ici, tous les stécales en zone agricole sont notés AH dans ce PLU. On y voit, cette zone abrite les écarts faisant l'objet d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limité, donc un stécal. Et donc après, bon, il y a pas mal de choses qui est développé. Vous trouverez les liens de téléchargement, comme je dis dans l'article, si vous voulez vraiment voir cet exemple en détail. Et on voit qu'on peut donc sont autorisés, sous certaines conditions, un certain nombre de choses dans ces stécales, les constructions et installations nécessaires au service public, les travaux de mise aux normes des bâtiments et installations existants, etc. Je passe. Et puis, on note la création de nouvelles constructions, et là-dedans, on a bien précisé que sont autorisées les résidences démontables. Voilà. Voilà. Donc on a bien, de façon explicite, l'autorisation de pouvoir mettre en place des résidences démontables dans les stécales qui correspondent à ces zones AH. Alors je vous mets ainsi, ici ça c'est une annexe de ce PLU,
qui justifie, qui présente toutes les stécales présentes dans cette intercommunalité. Elle est intéressante parce qu'on voit que finalement on a différents types de stécales. Alors j'avance un peu. On a des stécales qui sont à vocation économique, qui ont vocation à héberger des activités, des activités artisanales, par exemple, des activités de commerce. On a des stécales qui sont à vocation de loisirs, donc des équipements touristiques, pourquoi pas des habitats légers de loisirs. Euh, on a également, hop là, j'avance, les stécales pour des activités en milieu rural qui ne sont pas des activités agricoles. Et enfin, on a ce qui nous intéresse directement, c'est-à-dire les stécales qui servent qui ont une vocation d'habitat et donc peuvent accueillir, entre autres, des résidences démontables. Alors vous noterez que, donc là on voit par exemple une délimitation d'un des stécales. Euh, au niveau d'un PLU, il faut savoir que vous avez d'abord un règlement écrit, ça c'est ce que je vous ai présenté précédemment, donc c'est un texte qui précise toutes les règles applicables zone par zone, et c'est interconnecté avec un autre document du PLU qui est le règlement graphique. On a toutes les zones réglementaires, et dans un règlement graphique, il n'y a pas de zone avec marqué stécal dessus, ça n'est jamais présenté comme ça. C'est présenté comme un sous-type de zone agricole ou un sous-type de zone naturelle. Là, en l'occurrence, dans l'écriture de ce PLU, et c'est d'ailleurs assez classique que ça soit fait comme ça, les stécales à vocation d'habitat en zone naturelle sont notés NH, et les stécales qui sont en zone agricole à vocation d'habitat sont des AH. Donc, bien sûr, on a le règlement écrit qui explique exactement à quoi correspondent tous les types de zones pour qu'on puisse s'y retrouver. Voilà, voilà. Alors, je reviens au support. Alors, c'est intéressant, juste pour que ce soit bien clair, de noter que un stécal, ça autorise pas forcément des habitats légers, hein. Ça peut autoriser différents types de choses. Et en général, les stécals sont pour à chaque fois un usage très précis. C'est assez courant que vous ayez un stécal pour des activités artisanales ou pour de la construction d'habitation. Voilà. Mais c'est assez précis, et alors malheureusement, encore aujourd'hui, les stécales qui sont prévus explicitement pour accueillir des résidences mobiles et ou des résidences démontables, eh bien, sont encore assez rares. La possibilité qu'un stécal puisse accueillir les résidents, donc les habitats légers qui servent de domicile aux utilisateurs, ça a été introduit par la fameuse loi Allure du 24 mars 2014, donc ça fait déjà un petit moment quand même, mais ça reste encore rare que ce genre de choses aient été mis en place. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts puisqu'il n'existe, à ma connaissance, pas de statistiques officielles sur le nombre de stécales pour habitat léger en France, mais clairement, il y en a encore peu. Alors, je reviens sur le support. Hop là. Alors, quid de créer un stécal, du coup? Eh bien, faut déjà noter qu'il n'y a pas de formulaire administratif, il n'y a pas de formulaire SERFA, on fait une demande de stécal à la mairie, ça n'existe pas. C'est une démarche fondamentalement d'ordre politique. C'est-à-dire qu'il y ait un accord, réussir à convaincre le conseil municipal, le conseil intercommunal de la nécessité de créer un stécal, d'intégrer un stécal dans le cadre du PLU de la collectivité. Alors je note conseil municipal ou intercommunal puisque ça dépend des collectivités. Maintenant, ça peut être le conseil, donc la commune qui est compétente en matière d'urbanisme, ou l'intercommunalité, comme la communauté de communes, la communauté d'agglomération qui est compétente en matière d'urbanisme. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus courant que ce soit les intercommunalités qui soient compétentes. Et d'ailleurs, si un document, un plan local d'urbanisme est réalisé à l'échelle d'une intercommunalité, on parle d'un PLUI, c'est-à-dire d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, l'intégration d'un stécal dans un PLU, finalement, ça peut se faire dans le cadre de la création même du PLU, ou dans le cadre soit de la procédure de révision d'un PLU, ou dans le cadre de la procédure de modification d'un PLU. C'est pas nécessaire, vous connaissez réellement tout le détail de ces procédures-là, puisque de toute façon, c'est la collectivité qui va devoir gérer, mettre en place, animer ces procédures-là. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est d'abord cet aspect c'est un projet d'ordre politique, c'est-à-dire convaincre la collectivité de la nécessité de créer ce stécal, qu'il y a un vrai but d'intérêt général derrière, que c'est justifié par des circonstances particulières qui sont propres au territoire. Et après, donc la collectivité, donc par une délibération, le conseil municipal engage la création, la révision, la modification du PLU,
avec l'intégration donc du STECAL. Et il faut quand même avoir en tête que c'est des procédures quand même assez longues. La création d'un PLU, il faut compter entre 3 et 5 ans en pratique. La procédure de révision, donc c'est une modification assez globale d'un PLU, ça prend entre 1 à 2 ans. Et la modification, qui est la procédure la plus simple de modification donc d'un PLU, c'est tout de même 6 à 12 mois, hein, souvent. Donc, comme j'insiste assez lourdement là-dessus, mais il faut vraiment avoir en tête que le cadre d'Estécal, c'est dérogatoire, parce que, quand même, en principe, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, en principe, elle est inconstructible. Euh, et ça, globalement, c'est pour des bonnes raisons. Et depuis le début des années 2000, on a texte de loi après texte de loi, on a une protection de plus en plus forte des zones agricoles, des zones naturelles et forestières, pour protéger ces zones contre le mitage urbain, c'est-à-dire la diffusion, la multiplication de bâtiments dans ces espaces-là, et la lutte aussi contre l'artificialisation de ces terres. Donc effectivement, c'est rendu de plus en plus difficile la création d'estécales du fait de cette lutte de plus en plus forte contre le mitage urbain et l'artificialisation des terres. Et puis il faut aussi avoir en tête qu'en termes de procédure, donc la collectivité, comme on l'a dit, devra demander un avis de la CEPENAF, cette commission départementale. Alors c'est certes un avis simple, si la CDPNAF rend un avis défavorable à la création de la STECAL, la collectivité peut passer outre et créer la STECAL mais quand même, dans la pratique, les collectivités, quand même, la plupart du temps, suivent l'avis de la CDPNAF. Un autre point, c'est que tout acte qui fait la création, la révision, la modification d'un PLU va obligatoirement et nécessairement être transmis, une fois qu'il est officialisé, il va être transmis à la préfecture du département, et cette procédure exerce ce qu'on appelle le contrôle de légalité. Vérifier si bien les règles de procédure ont été respectées, mais aussi si le contenu, elle juge le contenu conforme à la législation. Et si elle juge que effectivement c'est pas conforme, pour des règles, soit pour des questions de procédure ou des questions de contenu, eh bien elle peut soit demander à la collectivité de revenir sur la création de ce PLU, ou encore saisir le tribunal administratif pour lui demander ce tribunal d'annuler purement et simplement l'acte qui crée ou qui acte la création, la révision, la modification du PLU. Ça s'est déjà vu, le fait que des préfectures face à une saisine du tribunal administratif pour demander l'annulation de PLU qui crée des STECAL et que donc ces STECAL se retrouvent annulés de cette façon-là. Donc, voilà, il faut avoir quand même en tête que tout ça est soumis à contrôle. Alors, fort heureusement, la possibilité d'intégrer, d'autoriser, d'avoir une réflexion sur les habitats légers dans le cadre d'un PLU, ça ne se limite pas à la création de STECAL, il y a bien d'autres façons de faire. Ça peut être intégré, cette notion d'habitat léger, dans le cadre de ce qu'on appelle le PADD, le Programme d'aménagement et développement durable, qui précise les grandes orientations de principe de la collectivité dans l'aménagement de son territoire. Ça n'a pas d'application directe pour les porteurs de projets, mais c'est quand même vraiment intéressant parce que c'est un signe d'engagement politique fort de la collectivité, si elle mentionne explicitement cet enjeu des habitats légers. Ça peut être également intégré dans ce qu'on appelle le rapport de présentation, qui est un diagnostic de l'état du territoire sur beaucoup de volets, entre autres sur les questions liées à l'habitat, et ça peut être l'occasion de pouvoir donner des éléments de diagnostic vraiment objectifs, précis, sur les demandes de création d'habitats légers sur le territoire, par exemple. Alors, pareil, ça n'a pas d'application directe pour les porteurs de projet, mais ça peut donner des éléments intéressants pour justifier, argumenter la création d'habitats légers et penser aussi en termes de politique publique, leur mise en cohérence avec, par exemple, la politique de transport public sur la collectivité pour que ces habitats légers potentiellement puissent être desservis par des transports publics. Les habitats légers peuvent être autorisés dans le cadre de ce qu'on appelle des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation. On a notamment ce qui s'appelle les OAP de secteur, qui est dans un secteur bien délimité, précise ce qu'va être l'aménagement du site, et ça peut tout à fait prévoir que vont être intégrés, vont être développés des habitats légers dans ce secteur. Et puis on peut enfin avoir dans le règlement écrit et le règlement graphique des zones réglementaires d'urbanisme qui autorisent les habitats légers qui ne sont pas des STECAL. Ça peut également se mettre en place. Et même au-delà de ça, et fort heureusement, les habitats légers,
obligatoire et impératif qui soit explicitement autorisé et mentionné dans un PLU pour pouvoir s'implanter sur le territoire d'une collectivité. Et heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas les implanter dans beaucoup d'endroits concrètement aujourd'hui. Bon, pour faire très vite, hein, très synthétique, on a quand même un bon nombre de zones dans les PLU qui autorisent les hébergements de loisirs en plein air, donc ça pourrait être intéressant souvent pour des habitats légers de loisirs. On a aussi les zones qui autorisent la création de nouvelles constructions d'habitations, qui potentiellement peuvent permettre l'installation d'habitats légers, qui servent de domicile à leurs utilisateurs. Parce que la notion de construction d'habitation, c'est une notion quand même qui est très englobante dans le droit de l'urbanisme, et ça peut tout à fait englober les habitats légers qui servent d'habitation à leurs utilisateurs, tout simplement. Euh, et enfin, si on est dans les zones agricoles naturelles, si c'est une commune qui dispose d'un PLU, ou encore si on est dans des espaces qui sont hors des parties actuellement urbanisées de la commune, ça c'est dans les territoires qui disposent d'une carte communale ou qui n'ont pas de document d'urbanisme, eh bien on a ces articles du code de l'urbanisme dont je vous l'ai mis les références en bas, qui, voilà, de façon dérogatoire, parce qu'en principe ces espaces sont constructibles, hein, autorisent quand même certains types de constructions qui donc peuvent servir de base juridique pour demander la création d'habitats légers. Voilà, on peut autoriser des constructions et installations qui vont être nécessaires à un service public, qui vont être nécessaires à une exploitation agricole. D'ailleurs, sur ça, c'est un sujet je pense qu'il y a beaucoup de matière à développer là-dessus, donc j'ai prévu de faire par la suite une vidéo spécifique sur ce sujet-là. Comment Qu'en est-il des constructions nécessaires à une exploitation agricole qui donc autorisent la création d'un habitat en zone agricole? J'en parlerai beaucoup plus en détail dans une autre vidéo. Les nouvelles constructions, installations qui sont en continuité, en extension, en annexe d'un bâtiment d'habitation qui est déjà existant, ça peut être aussi une façon d'intégrer un habitat léger. Ou encore un projet qui est vraiment porteur d'un objectif d'intérêt général fort et qui va être autorisé sur une délibération motivée du conseil municipal. Voilà, en tout cas, j'espère que tout ça vous aura permis de vous éclairer sur ce qu'est un stécal, à quoi ça sert, puis voilà, élargir le champ des possibles au-delà des stécals. Ce domaine du droit des habitats légers, après je le développe beaucoup plus en détail donc dans un livre Guide juridique pour habitat léger, un manuel de 200 pages, complété par un dossier de téléchargement, voilà, qui vraiment développe de façon très complète tout ça. Propose du conseil pour les porteurs de projets, donc on propose sur les projets d'habitat léger. Et puis également, je propose un webinaire qui est d'ailleurs disponible à la demande, un enregistrement disponible à la demande. Donc qui développe, j'explique beaucoup d'aspects, donc toujours pareil, de ce droit des habitats légers. Voilà, écoutez, en tout cas j'espère que j'ai été assez complet sur ce sujet-là. Si vous avez des commentaires, d'autres ajouts, des exemples de PLU qui autorisent des STK, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, écoutez, je vous dis bon courage dans vos projets et à très bientôt.